Madame, Monsieur, bonsoir. 14 000 morts, c'est le dernier bilan des bombardements israéliens à Gaza, des chiffres fournis par les autorités du Hamas. La riposte israélienne après les massacres du 7 octobre défie toutes les règles de proportionnalité et de droits humains. Au 48e jour de la guerre, Gaza, dont la densité de la population est, rappelons-le, l'une des plus élevées au monde, est désormais un amas de ruines sous une atmosphère macabre. Initialement annoncée pour aujourd'hui, la trêve est finalement reportée à demain, vendredi. Le gouvernement israélien était en effet parvenu à un accord avec une médiation qatari visant à obtenir la libération de 50 otages israéliens qui sont aux mains de Hamas en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza. Mais pour Benyamin Netanyahou, trêve ne signifie pas fin de la guerre. Et la question qui s'impose, quand ce gouvernement israélien arrêtera-t-il le massacre de civils dans son offensive pour éradiquer le Hamas? En attendant la trêve humanitaire qui permettra d'acheminer les aides à Gaza, ils sont des centaines de milliers de Palestiniens déplacés, privés de tout, livrés à eux-mêmes et à une tragique errance. La pause humanitaire ne met pas un terme aux hostilités donc, mais même si la question de l'après-conflit commence à se poser. Nous la discutons justement ce soir en compagnie de nos experts. D'abord avec le doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales à l'Université Mundiapolis, Ali El-Harichi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avec nous également le directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA, Nabil Adel. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et se joint à nous depuis l'Université de Glasgow, Hafed Boutaleb, notre confrère, journaliste spécialiste des relations internationales et du changement climatique. Bonsoir Hafed Boutaleb et merci à vous également de vous joindre à nous depuis l'Université de Glasgow. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de répondre à nos questions. Toujours pas de trêve ni de libération d'otages. D'abord, peut-être un mot sur, avant de parler de la nature de cette trêve, de comment en est-on arrivé à cette trêve. Hafed Boutaleb, peut-être un mot sur le report. C'était annoncé pour aujourd'hui. Finalement, c'est pour demain. Pourquoi? Alors, ça commence demain à 7h du matin, donc heure du Moyen-Orient, jusqu'au mardi à 7h du matin. Donc 4 jours. Et vous savez, les négociations pour principalement, on a parlé d'Égypte et du Qatar, ces négociations prennent du temps, c'est tout à fait normal. Il y a un certain nombre d'otages, même les familles des otages sont associées en Israël. Du côté des Palestiniens, il faut délimiter les listes des prisonniers qui seront libérés. Donc tout cela prend du temps et ce n'est pas, c'est pas évident. Donc il y a des reports. Et puis apparemment, effectivement, l'armée israélienne a profité de ce report pour intensifier les bombardements. Donc il ne faut pas oublier, ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une trêve. Exact. Donc la guerre continue et les bombardements continuent. L'essentiel est d'espérer que pendant ces 4 jours, il n'y ait pas vraiment de bombardement, et absolument pas même. Et puis surtout que, au niveau humanitaire, la situation des habitants de Gaza, que j'appellerai aussi les otages de Gaza, otages à ciel ouvert, puisse s'améliorer. Très bien. Alors, certainement, il s'agit d'une trêve ici, n'est-ce pas, messieurs, et pas d'un cessez-le-feu. On l'a compris. De toute façon, il n'y a pas d'amalgame à faire et on a l'impression que le chef du gouvernement a vraiment tenu à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame. Il s'agit d'une trêve humanitaire, certes, pour la libération des otages, entre autres, mais il ne s'agit pas d'arrêter la guerre. La guerre continue, Ali El-Harichi, continue et si on parle de négociations, qui était en position de force dans ces négociations, Israël ou le Hamas? Enfin, ni l'un ni l'autre. Dans le sens où Hamas ou les Palestiniens de Gaza sont dans une position très... Enfin, on parle plus de prison à ciel ouvert, mais comme il a dit, des otages à ciel ouvert. Donc, c'est une grande partie, la moitié presque de la population de la Palestine, de Gaza, qui s'est déplacée du nord vers le sud. Donc, c'est des gens qui sont toujours otages d'un devenir ou d'un avenir qui est incertain. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont partir, est-ce qu'ils vont revenir à Gaza. Bon, ça, ce sont des grandes questions qui se posent. Alors, la position de force, on peut dire oui, dans un sens pour Israël, parce que, pas Israël qui était en position de force, mais plutôt en position de faiblesse par rapport
à la population d'Israël. Parce que d'une part, les populations israéliennes demandent au gouvernement donc, de Netanyahou de libérer les otages. Il y a aussi une pression internationale parce qu'on parle des otages, surtout des binationaux, ceux qui ont la nationalité israélienne et d'autres nationalités. On parle beaucoup plus d'Américains, et les Français espèrent qu'il y ait aussi des binationaux. Donc c'est une pression qui est sur le gouvernement de Netanyahou, qui a dit qu'il allait éradiquer le Hamas. On voit qu'il est en train plus de raser Gaza que d'éradiquer le Hamas. Le Hamas, il est toujours là. Et les négociations se passent bien sûr avec des médiateurs. Le médiateur, on parle du Qatar et puis aussi de l'Égypte, comme vous avez cité au début. Alors, peut-être que Israël ou le gouvernement d'Israël, pour répondre, parce qu'il y a une question nationale. On sait très bien qu'au niveau des élections, il y a une majorité, certes, de l'extrême droite et de la droite, mais aussi il y a une pression maintenant de la rue. Après 48 jours, peut-être que ce gouvernement croyait qu'il allait faire ça en un temps record, en une semaine, 10 jours, et qu'il allait pouvoir libérer les otages, mais la guerre devient très longue. Est-ce que vous pensez justement, et cela, une des proches des otages dans la Knesset hier, appelait justement ce gouvernement à revoir ses cartes, c'est-à-dire à définir pourquoi il y a aujourd'hui cette opération, ces massacres à Gaza, alors qu'effectivement, on se demandait si ce gouvernement israélien cherchait vraiment à libérer les otages ou à juste tuer en masse les Gazaouis. Bon, d'abord, ce qu'ils disent c'est pour éradiquer le Hamas. Mais ils ne peuvent pas en finir avec le Hamas. Parce que quand vous tuez, quand vous avez 14 000 morts, pardonnez le terme, 14 000 morts, c'est ce qu'il y a eu entre la Russie et l'Ukraine en presque 2 ans. Et là, c'est en 48 jours, on a 14 000 morts, dont 6 000 enfants. On a vu c'est macabre, c'est triste et c'est un drame humain au XXIe siècle. Et puis, la société internationale ou la communauté internationale, ils regardent, ils condamnent de par-ci, de par-là, mais rien n'est fait dans les faits. Après, ça dépend de ce que vous appelez de communauté internationale. Non, mais c'est-à-dire parce que pour la communauté internationale, il y a eu un changement par rapport aux régimes, c'est-à-dire les régimes occidentaux soutenaient et soutiennent toujours l'État d'Israël. Mais les sociétés occidentales, au début, ils soutenaient, après l'opération du 7 octobre, on va dire Israël. Mais après 48 jours, après ce qui se passe, maintenant, il y a eu un tournant et les sociétés occidentales, ils descendent presque chaque semaine, chaque week-end, chaque samedi et dimanche, dans les rues, pour protester sur ce qui se passe, parce que ce sont des civils, ce n'est pas le Hamas qui est visé, mais ce sont seulement des civils. Et le Hamas, il est toujours là. D'ailleurs, par preuve qu'il est là, c'est lui qui négocie la libération des otages. Est-ce que c'est que des civils? Moi, je me pose la question, est-ce qu'on a un bilan des pertes du côté du Hamas, messieurs? Parce que de toute façon, les chiffres qui sont publiés et qui sont relayés par toutes les agences de presse, ce sont les chiffres donnés par les autorités du Hamas. Et ça, c'est des chiffres, quand on dit 14 000 morts, combien de combattants du Hamas ou de Kataib el-Qassam y a-t-il dans ces 14 000 morts? On ne sait pas. On ne communique pas. On a une estimation. Alors, il y a une semaine, on parlait de 60. Et on situe le bilan entre 60 et 300. Combien sont-ils? 30 000, entre 30 et 40 000. 30 et 40 000, donc je vous laisse faire le calcul. Il faut beaucoup de temps pour en venir à bout, surtout qu'ils opèrent comme une guérilla. Et ils ont ceinturé la bande de Gaza par des passages clandestins, donc c'est très difficile à vaincre. Je rappelle rapidement que lors de la bataille de Fallujah, en Irak, l'armée américaine a mis 8 mois. Et c'était beaucoup moins compliqué que Gaza. En fait, le problème de cette guerre, c'est que l'objectif de la guerre n'est pas clair. Exact. N'est pas clair. C'est quand on vient dire on va éradiquer le Hamas. C'était quoi le conseil que lui a donné Joe Biden à Netanyahou? Ne commettez pas les erreurs des États-Unis au lendemain du 11 septembre.
On est parti comme ça dans un geste de revanche. On a commencé à frapper à gauche, à droite. Résultat des comptes, après 20 ans, on est sorti de l'Afghanistan et ceux qu'on était censés chasser, ils sont revenus, les talibans, en leur donnant les clés. On est sorti de l'Irak. Les clés et les armes. Les clés et les armes. On est sorti d'Irak et c'est l'Iran qui a récupéré l'Irak sur un plateau en argent. Donc aujourd'hui, quand vous venez nous dire « moi je veux éradiquer le Hamas », ça c'est pas un objectif militaire. C'est très difficile à quantifier. Maintenant, quand on parle de cette trêve, d'un point de vue strictement militaire, c'est une catastrophe. Parce que d'après ce qu'a dit le général américain Marx, il a dit, dans une guerre, il n'y a pas de trêve. Soit on attaque, soit on défend. Et si on marque une pause, tout le patrimoine en matière de renseignement qu'on a accumulé, on le perd. Parce que ça laisse... C'est-à-dire en fait, vous parlez de quel côté exactement? Qui perd quoi? Israël perd tout le patrimoine en matière de renseignement qu'ils ont pu accumuler pendant la guerre, parce que là, ça va donner la possibilité aux combattants du Hamas de se repositionner, de changer de position, et donc Israël, à partir de mardi, va devoir commencer depuis le début, parce que n'oublions pas que dans ce qui s'est passé au 7 octobre, il y avait une triple défaillance. D'abord une défaillance militaire, ce sont 1500 bonhommes qui ont fait une campagne militaire et ils n'ont trouvé presque personne en face d'eux. Non, personne. Hein? Autant dire personne, pas presque personne. Non, je parle d'un point de vue militaire, je ne parle pas des civils. Je parle vraiment en face. Ils ont trouvé des militaires qui ont été capturés. D'ailleurs, il n'est pas question de libérer ces militaires qui sont toujours aux mains de Ce que je veux dire, c'était je parlais métaphoriquement. Oui. Ils n'ont pas trouvé de résistance. De résistance, Ils n'ont pas trouvé de résistance. On ne les a pas arrêtés. OK. Deuxième faillite, c'est une faillite en matière de renseignement. Comment se fait-il qu'on ne voit pas ça? 1500 personnes qui arrivent en masse, alors que nous avons l'un des systèmes les plus sophistiqués en matière de surveillance électronique, d'intelligence artificielle et de quadrillage du territoire. Comment se fait-il? Et troisième défaite, c'est une défaite politique. Donc aujourd'hui, la réaction n'était pas une réaction calculée. Le lendemain, on a commencé les hostilités et puis on a commencé à frapper d'une manière aveugle des cibles civiles. Alors quand on dit on va éradiquer le Hamas, le seul argument de guerre qui a été avancé, c'est que nous on cible des installations civiles parce que le Hamas les utilise comme bouclier. Mais à chaque fois qu'on pèse dans une cible civile qu'on avait attaquée, on ne trouve pas des combattants du Hamas ou des preuves très, très secondaires. Ce qui fait que ça augmente la pression sur le gouvernement israélien. Où est le Mossad? Où est le Shin Bet? Où est l'autre service de sécurité de renseignement? Dans une guerre, on ne commence qu'une fois que les renseignements ont fait leur travail. Et donc, je vais aller directement attaquer l'ennemi. Mais quand là, j'y vais, je n'ai aucune carte des passages souterrains, je n'ai aucune carte du positionnement des brigades de Azd al-Qassam. Qu'est-ce que je frappe? Je frappe des cibles militaires civiles. Quand je vais pour faire l'enquête, il n'y a pas de combattants de Hamas. Donc, ce qui amène les gens à dire que l'objectif n'est pas d'éradiquer Hamas, mais de continuer la politique israélienne, ce qu'on appelle mowing the lawn, c'est-à-dire que tous les 2 ou 3 ans, il faut qu'on fasse une razzia sur Gaza, on la remet on la détruit complètement, et puis un effort de reconstruction, comme ça on rend l'idée même d'une solution à 2 États, on va y venir, complètement irréaliste. Très bien. Alors, nous allons en parler justement. Que va-t-il se passer? Que pourrait-il se passer après la trêve? Et comme je disais en introduction, est-ce que l'après-conflit commence à se dessiner? Mais avant, on est dedans. Vous avez évoqué ces passages souterrains. Israël a annoncé hier la découverte d'un tunnel justement sous l'hôpital Al-Shifa, donc de Gaza. Mais Hafed Botal, par les Israéliens. Oui. Alors Hafed Botal, la communauté internationale n'est pas convaincue. Et quand je dis communauté internationale, comme j'ai interpellé Sel Harechi tout à l'heure par rapport à la question, là c'est plus l'opinion publique internationale ne semble pas convaincue. La guerre du narratif complètement perdue par Israël. Moi, je dis c'est oui. une question.
c'est vrai. La vérité est la première victime d'une guerre. Il faut savoir que le narratif israélien est le même, quasiment, qu'avant la guerre, c'est-à-dire l'intransigeance face au Hamas. D'ailleurs, je tiens à mentionner qu'il y a eu quand même 1000 combattants du Hamas qui sont morts pendant les combats, hein. Ceux qui ont attaqué les kibbutz des environs de la bande de Gaza sont tous quasiment morts et il y a 300 prisonniers. Donc il y a un bilan du Hamas à ce niveau-là, en plus de ce qu'a mentionné Nabil Adel, les 300. Mais pour revenir au narratif israélien, il est toujours dans cette intransigeance, il y a une unanimité, mais qui cache en réalité de profondes dissensions au sein de la société israélienne. Pourquoi ? D'abord, il faut savoir que le nombre de morts qu'il y a eu le 7 octobre, dans la région avoisinante de Gaza, est équivalent au nombre de morts israéliens qu'il y a eu en 50 ans de conflit. Vous imaginez, en 50 ans de conflit, on a autant de morts qu'en 24 heures. Donc le 7 octobre est un coup très sérieux pour la société israélienne, qui remet en cause aussi le narratif selon lequel Israël est un foyer paisible pour le peuple juif dans le monde. Ici, il y a eu vraiment une peur qui s'est emparée de l'opinion publique israélienne, et on l'a vu dans ces manifestations de soutien aux familles des otages. D'une part. D'autre part, il faut savoir que la société israélienne était déjà divisée avant, à cause des réformes que Netanyahou voulait implémenter entre ultra-orthodoxes et laïcs, et qu'aujourd'hui, en dépit de cet unanimisme affiché de la part de la classe politique, de gauche vers la droite, même de ceux qui n'ont pas participé à la coalition exceptionnelle donc pour faire face à la guerre, eh bien, il y a des dissensions de plus en plus profondes. Il faut savoir aussi que même du point de vue des Palestiniens, la riposte israélienne s'apparente vraiment à de la vengeance, puisqu'on est dans un changement total d'échelle. Ils ont fait exactement ce qu'a fait le Hamas, qui a changé d'échelle, donc qui a explosé le compteur en termes de morts. Eh bien, ici aussi, 14 000, plus 6 000 blessés, plus 6 000 disparus. Vous savez que c'est l'équivalent aussi d'un demi-siècle de mortalité chez les Palestiniens. Chez les Palestiniens, tout à fait. Il n'y a pas eu plus de morts dans la première, deuxième intifada cumulée, plus tout le reste. Il n'y a pas eu plus de 14-15 000 morts. Donc on est vraiment dans une hécatombe. Et encore une fois, comparé avec l'Ukraine, il faut rappeler que l'Ukraine est un pays de 40 millions d'habitants sur 600 000 km², et que là, c'est un territoire de 2 millions d'habitants sur 350 km². Donc là-dessus, le narratif israélien, c'est juste un narratif de façade, mais je pense que le réveil sera très dur au lendemain de l'attaque. On voit très bien que même par rapport aux otages, il y a à peine 2 semaines, Netanyahou tenait un discours qui n'est plus du tout le même aujourd'hui. Donc il y a des changements. La position est en train de devenir de plus en plus flexible. Mais aussi, il faut rappeler que il y a une communauté, la communauté juive aux États-Unis, qui se distance de plus en plus vis-à-vis de Netanyahou et du gouvernement d'extrême droite des Netanyahou. Il ne suffit que lire les éditoriaux de grands journalistes américains qui sont de descendance juive, ou aussi voir les positions et certaines déclarations d'Anthony Blinken, qui est lui-même aussi de souche israélite, et donc qui avait déclaré qu'il voyait ses propres enfants derrière les enfants quand il voyait les images des enfants de Gaza meurtris. C'est un message adressé à la société israélienne, et au lendemain de certaines déclarations qui avaient déshumanisé la population de Gaza. Donc il y a une certaine dissension même au sein de la communauté juive dans le monde, qui se distance vis-à-vis de Netanyahou, sans vraiment, effectivement, se rapprocher des Palestiniens, puisqu'il y a là-dessus vraiment une condamnation unanime des actions que le Hamas a menées contre des civils désarmés, qui sont bien sûr à condamner, quel que soit le civil qui va mourir. Et on ne parle pas que de femmes et d'enfants, même d'hommes et de vieilles personnes. N'importe qui ne porte pas une arme, qui n'est pas enlisté, eh bien, ne peut pas, ne mérite pas de mourir. Bien sûr, quand il s'agit de soldats, ça c'est autre chose. La mort dans la guerre, c'est normal. Enfin, c'est la guerre, effectivement, et la guerre est un phénomène triste. Mais lorsqu'il s'agit de civils, c'est inacceptable. Et donc, si on s'indigne face à la mort de 1300 civils israéliens, on ne peut que s'indigner a fortiori face à la mort de 13 000 ou 14 000 Palestiniens. Et on verra l'année prochaine le bilan moral
au sein de la société israélienne. Mais moi, je pense, au vu des sondages aujourd'hui, qui montrent que Netanyahou a vraiment perdu une large partie de son électorat, qui le considère aujourd'hui comme vraiment un problème et un danger pour Israël qu'autre chose, eh bien, il est probable que nous allions vers une alternance qui amène au pouvoir des personnalités de gauche ou de centre pour pouvoir aller entamer des négociations, parce que si on s'oriente, si on adopte une approche vengeance, eh bien, ça ne se terminera jamais. Il y aura encore d'autres civils israéliens qui mourront, encore d'autres civils palestiniens qui mourront, et ça alimente les extrêmes, qui sont les Hamas, que sont les partis ultra-orthodoxes religieux, qui sont aujourd'hui opposés à cette trêve qui ne montre aucune compassion pour le sort des otages, de leurs compatriotes otages israéliens. Donc on a deux extrêmes qui vont s'alimenter les uns les autres. En revanche, si on adopte une approche solution, alors il va falloir condamner et les ultra-orthodoxes qui font partie du gouvernement de Netanyahou, et le Hamas pour ses positions maximalistes qui refusent même l'existence de l'État d'Israël, et aller vers une table ronde, discuter entre partis qui sont réalistes pour éviter qu'une attaque encore pire ne puisse survenir dans 5, 10 ans, 20 ans. Voilà tout simplement ce que, de part et d'autre, les personnes, les dirigeants, que ce soit l'OLP ou certains modérés peut-être du Hamas, il faut y réfléchir aussi, et ainsi aussi du côté du gouvernement de Netanyahou, du Likoud, et même bien sûr des travaillistes et des partis modérés en Israël. Nous n'y sommes pas encore, nous allons y venir, mais avant, justement, parce que vous parlez de pourparlers, il y a d'abord des pourparlers pour libérer les otages. Donc il y a eu ces discussions de dernière minute sur le nom des otages, etc. C'est ce qui a fait qu'effectivement cela a été repoussé de jeudi à vendredi. Et en termes de pourparlers, vous avez parlé et vous avez évoqué un point très important, et c'était bien avant l'attaque du 7 octobre, c'était ces dissensions au sein et de la société israélienne, mais bien évidemment aussi au sein de la classe politique israélienne. Est-ce qu'on peut en dire autant du côté du Hamas? Est-ce qu'on peut parler... l'équation n'est-elle pas aussi complexe des deux côtés? Ali El-Harichi, d'autant plus que, est-ce qu'on connaît le sort de tous les otages aujourd'hui? Qui les détient? Est-ce que toutes les brigades marchent sur la même ligne? Comment ça se passe du côté du Hamas? D'abord, juste par rapport à Israël. Israël s'est droitisé, il est parti vers l'extrême droite. Et Netanyahou, il joue un jeu politique aujourd'hui. Tout à fait. Tout ce qu'il fait, je le pense, répond à une assise électorale. Pour lui, il est en train de gagner des points. Parce qu'on a vu même un des ministres qui avait dit on peut même frapper avec une arme nucléaire. Bon, on l'a remis, on lui a dit bon, il faut se taire un peu. Mais ce que fait Netanyahou, c'est ce que veut son assise électorale. L'assise électorale aujourd'hui en Israël, elle s'est droitisée. Et il ne veut même plus entendre parler de Gaza. Maintenant, il faut voir à long terme, et il ne faut pas analyser le conflit, maintenant on peut dire Palestine ou Hamas, Israël, dans cette région-là, dans ce territoire-là. C'est un conflit qui est au-delà de cette région-là, pour plusieurs raisons. Pour des raisons idéologiques, il y a je dirais, vous avez parlé des ultra-orthodoxes, il y a aussi des orthodoxes juifs qui ne veulent pas qu'Israël carrément existe parce que le Messia devrait revenir, il n'est jamais revenu. Les conservateurs et les nouveaux conservateurs chrétiens, ils doivent avoir un État d'Israël pour que le Messie puisse revenir. Ce sont des thèses et des idéologies qui sont défendues politiquement. Donc, par des religieux. Par des religieux, mais bien sûr. Oui, non, mais parce que c'est là, quand la religion se mêle à la politique, on a ce genre de théorie. La question par rapport à Hamas. Donc, par rapport, et puis, il y a, dans l'environnement de cette région, il y a d'autres pays qui ne veulent pas avoir deux États. Il y a des pays qui n'ont pas intérêt à avoir deux États. La solution de deux États, et je parle de l'Iran. L'Iran n'a pas intérêt qu'il y ait deux États. Parce que pour elle, ils considèrent, pour une raison ou pour une autre. Donc la solution de deux États ne convient pas un des pays qui est quand même puissant dans la région, militairement, et qui est puissant aussi de point de vue de rente donc gazière et pétrolière. Oui, des proxys qu'il utilise pour mener ses propres guerres. On sait que l'Iran, il soutient la Syrie, il soutient le Hezbollah, il soutient le Hamas. D'autres, bien que les uns sont chiites et les autres sont Hamas et des sunnites.
c'est des frères musulmans, c'est l'école des frères musulmans. Maintenant, quand on parle de Hamas, est-ce que Hamas est parti vers l'extrême? Il faut analyser le contexte de Gaza plus que le contexte de Hamas. Parce que Gaza, c'est une enclave ou c'est une prison depuis 15 ans ou 16 ans que les gens sont enfermés. Bon, c'est vrai, ils vont travailler certains qui sont enfermés. Donc la radicalisation... Et depuis 16 ans que le Hamas est à la tête de ce qu'ils appellent, du gouvernement de Gaza. Il faut dire qu'ils sont arrivés au début légitimement avec les urnes. Après, quand il y a eu 2 guerres après, ils sont restés par la force du pouvoir qu'ils possèdent. Il y a une radicalisation de la population, peut-être pas toute la population, qui voit en Israël et dans cette prison un ennemi. Donc, le fait de dire que Hamas, ils se sont, on va dire, plus préparés à un coup qui était quand même, personne ne s'y attendait, même, vous avez parlé, Nabil, tout à l'heure, l'un des meilleurs services secrets dans le monde qui n'a pas vu venir un coup pareil. Ce que Hamas est devenu aujourd'hui, il s'est renforcé militairement, il a renforcé, on va dire, vous avez parlé des tunnels, donc d'une nouvelle stratégie et d'une nouvelle approche. Non, mais est-ce que ces rangs se sont resserrés? Est-ce qu'ils ont resserré leur rang? Ce n'est pas qu'ils ont resserré leur rang, il y a une certaine radicalisation au niveau de la population, parce que cette population, elle cherche la liberté, à travers Hamas, à travers Qassam, à travers Fatah, n'importe quel instrument, c'est-à-dire qui les représente. Donc, le jour où il y a eu donc, le 7 octobre, ils étaient prêts, et on voit, c'est en 48 jours, on parle de morts, on ne sait pas réellement, 1000 ou 1200, je ne pense pas qu'il y a 1000. De toute façon, ils ne communiquent pas dessus. C'est un peu comme ce qui se passe en Ukraine. On n'a pas des chiffres exacts. Chacun prétend avoir tué 2000 soldats. Du côté russe, on dit on a tué 2000 soldats ukrainiens. Côté ukrainien, la même chose. Mais effectivement, il y a une vraie guerre informationnelle aussi qui se passe. C'est normal, ça c'est la guerre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont là, parce qu'ils ont pu... Bon, parce que tout à l'heure, même pour la trêve humanitaire, c'est un cessez-le-feu de 4 jours. Il va y avoir un cessez-le-feu pendant la trêve. On ne peut pas utiliser le feu, parce qu'il y aura les Nations Unies, il y aura la Croix, je pense, la Croix-Rouge, qui va intervenir, il y aura l'UNRWA qui vont accueillir, parce que si on suit les négociations, qui vont accueillir ces otages, on ne sait pas où, et c'est eux qui vont les mettre, c'est-à-dire au niveau... Ah, vous êtes en train de parler en fait de comment cet échange, comment l'échange des otages pourrait avoir lieu. Parce que la trêve humanitaire, il y a 2 choses. Il y a les gens qui sont malheureusement encore en train d'être expulsés. On voit les derniers qui vont du nord vers, c'est-à-dire expulsés de leur terre. Voilà, mais ils restent dans la bande de Gaza. Oui, il y a personne, à part les binationaux qui quittent à travers le passage de Rafah. C'est-à-dire du nord vers le sud, c'est-à-dire pour que Israël puisse prendre carrément le nord avec ses canaux, avec, c'est-à-dire ciel, terre et sous terre et la mer. Et puis ils vont vers le sud. Et en même temps, il y a ces négociations. Donc Hamas existe encore. Il a les moyens, il a les instruments pour négocier. Si Israël n'avait pas... C'est quoi ces instruments? C'est les otages? Bien sûr, c'est les otages et surtout les otages qui sont binationaux. Parce que maintenant, on ne parle que des otages. On parle de 150... 50 otages côté israélien, 150 côté palestinien. Donc 50, ce n'est pas le nombre qui a été déclaré comme personnes qui ont été otages que ce soit par... Et là, il n'y a pas que le Hamas. Il y a d'autres c'est-à-dire intervenants, c'est-à-dire peut-être d'autres brigades qui ont peut-être des otages. Parce que si on suit ce qui s'est passé le 7 octobre, selon certains analystes, il y a eu les gens du Hamas qui avaient des opérations ciblées, et après, quand ils sont revenus chez eux, il y a les autres qui sont partis. C'est ça que j'ai dit, est-ce qu'ils ont resserré le rang, dans le sens où, effectivement, je pense qu'on a lu la même analyse en préparant cette émission, et qu'effectivement, on ne sait pas vraiment ce que deviennent ces otages, qui les détient, et est-ce qu'ils pourraient être relâchés? Est-ce qu'ils font partie des pourparlers? Maintenant, ce qu'on sait, c'est que ce sont peut-être les otages de Hamas, c'est-à-dire les otages que détiennent Hamas, qui sont dans les négociations, c'est-à-dire qui ont fait ces 50 personnes avec une certaine pression, bien sûr avec l'intervention du Qatar, qui joue un rôle très important, et de l'Égypte. Il ne faut pas oublier l'Égypte, parce que l'Égypte... Justement, le Qatar, médiateur incontorise, c'est clair. Bien sûr, le Qatar, il a la plus grande base américaine dans la région, et il sponsorise, il donne
l'argent à Hamas avec l'accord, bien sûr, d'Israël pour la construction, pour les écoles et tout. Donc, c'est quelqu'un, c'est un médiateur qui peut parler avec Israël, qui peut parler avec les Américains et qui peut parler avec Hamas. Donc c'est le meilleur médiateur. Mais il y a l'Égypte. L'Égypte, parce que c'est normal, c'est là où il y a le passage de Rafah. Et c'est l'Égypte, si on voit, peut-être l'un des objectifs, c'est de mettre, c'est ce qui est demandé, c'est de mettre les Palestiniens au niveau de Gaza. On parle des gens de Gaza, les 2 millions de personnes, au niveau du Sinaï. Parce que pour les autres, malheureusement, il y a une autre occupation qui se fait encore. On n'en parle pas de la Cisjordanie, mais il y a une occupation qui est en train de se faire en ce moment de certains territoires, si on suit un peu les informations. Enfin, il y a des morts qui se comptent déjà par centaines. Il y a eu déjà 238 morts avant le 7 octobre. Après le 7 octobre, il y a eu d'autres morts. Donc, l'Égypte, elle intervient parce que c'est normal. Et on a vu même le discours du président égyptien. Il a dit ils peuvent aller au désert du Negev, parce que si les Palestiniens ou les gens de Gaza partent à Sinaï, ça devient. Le problème va encore devenir. D'abord, c'est une population qui va être déracinée de ces terres. Et en plus, c'est un problème pour l'Égypte, parce qu'on a vu les réfugiés de la Nakba, donc de 1948, qui sont allés soit en Jordanie, et ce que cela a donné. Après, en Liban... Ce que cela a donné, c'est-à-dire c'est un regroupement de personnes qui devient... d'abord, qui s'organise, et en plus, quand on est réfugié dans un pays, bien sûr, on cherche par tous les moyens. On parle de Septembre Noir, les années 70, il ne faut pas les oublier. C'était le cas de Fatah, historique, justement. Parce que Fatah était qualifié de terroriste, mais ça n'a pas empêché que les accords d'Oslo ont été signés avec l'Organisation de libération de la Palestine, avec Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, parce qu'il fallait arriver à la solution de 2 États, et c'est la seule solution qui peut aujourd'hui vraiment trouver malheureusement les extrêmes peut-être des uns, parce que c'est un enjeu politique, un enjeu électoral aussi, et puis une nouvelle vision au niveau de l'État d'Israël. Et de l'autre côté, il y a une pression sur 2 millions de personnes. Bien sûr, Hamas, c'est lui qui dirige la bande de Gaza, et ils étaient prêts à un coup pareil. Maintenant, est-ce que ce qui est arrivé après le coup du 11h du matin, de 7h à 11h du matin, est-ce que c'était Hamas qui l'a fait ou d'autres? Donc la punition, elle est collective, et on revient malheureusement, ce sont des civils, et ça c'est un crime de guerre. Quand on tue des civils, c'est un crime, dans le droit international, c'est un crime de guerre, malheureusement. Alors justement, si on devait transposer la situation il y a quelques décennies entre l'OLP et Israël, et que finalement ils étaient obligés de reprendre le dialogue, est-ce que c'est transposable sur la situation actuelle, Nabil Adel? Est-ce que vous pensez qu'avec le gouvernement très très à droite de Benyamin Netanyahou, on soit prêt à poser les armes, à se mettre autour d'une table, qui pourraient être les médiateurs? Et puis on parlera aussi de l'avenir de Gaza, parce que vous avez parlé justement on parle de mettre Gaza sous tutelle, on peut l'appeler ainsi peut-être, je ne sais pas comment on appelle ça en droit international. Mais d'abord, est-ce que des pourparlers pourraient éventuellement, est-ce qu'on pourrait envisager cela et mettre fin à ces massacres de civils, d'enfants, de femmes, et puis ne parlons pas des déplacés qui se comptent par centaines de milliers? Très rapidement. Alors tout à l'heure, vous avez posé une question qui est en lien avec ce qu'on va dire. Quels sont les points forts du Hamas dans ce conflit, à part les otages? Oui, je parlais justement des positions de force par rapport aux négociations, à ces négociations qui ont mené à cette trêve de 4 jours. C'est que le Hamas résiste après 48 jours. Et donc, il est en train d'infliger des pertes militaires au gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou. Donc c'est ce qui lui donne ce pouvoir, parce que pour Netanyahou, il voulait les éradiquer. Si le Hamas s'était effondré, on ne serait pas en train de négocier avec eux. Maintenant, pour faire le parallèle avec l'OLP, vous savez que dans toute entreprise coloniale, les résistants sont toujours qualifiés de terroristes. On a vu ça avec Nelson Mandela, on a vu ça avec le FLN, on a vu ça avec le Fatah, et aujourd'hui avec le Hamas. Ce qu'on ne peut pas dire, il faut toujours déshumaniser celui qui résiste pour que ça passe mieux auprès de l'opinion publique.
Et même avec les talibans, les Américains les ont qualifiés de terroristes. Ça ne les a pas empêchés de négocier avec eux et de leur remettre l'Afghanistan avec les clés. Maintenant, l'avenir, c'est que Israël doit parler avec le Hamas. Il n'a pas le choix. C'est Hamas qui fait la loi sur le terrain. Et aujourd'hui, on peut constater, en étudiant les cartes, que le 7 octobre a signé l'arrêt de mort de l'autorité palestinienne, malgré les gesticulations qu'on peut trouver ça et là. Pourquoi ? Parce que Gaza est le seul territoire qui n'a pas bougé depuis 2005. Il est resté dans ses frontières de 2005. Alors quand on passe de l'autre côté en Cisjordanie, il est en train d'être grignoté par les implantations et les colonies. Donc voilà un groupe qui réussit à défendre un territoire avec le peu de moyens qu'il a. Israël n'ose pas y mettre les pieds, encore moins d'y installer des colonies. Et le gouvernement qui a choisi l'autorité... Quand vous dites les peu de moyens, ils n'ont ni armée, ni aviation, ni artillerie lourde, ils n'ont pas d'économie, ils n'ont même pas des bateaux de pêche. On les bombarde. Donc ils n'ont pas des moyens d'une armée. Quand on passe à l'autorité palestinienne, qu'on peut présenter comme un modèle, elle a accepté, elle a coché toutes les cases des accords de paix. On s'est installé, on a négocié, on a discuté. Quel est le résultat sur le terrain ? C'est une autorité que même le président, le Premier ministre Netanyahou, humilie en public. Quand il parle de Mahmoud Abbas, c'est comme s'il parlait d'un subalterne. Attention, vous n'avez pas encore dénoncé au bout de 20 jours ce qui s'est passé. Quand on en finira avec le Hamas, on ne laissera pas au pouvoir des gens qui sont sympathisants du Hamas. En parlant de Mahmoud Abbas. Donc, on a mis une autorité en place, mais c'est quoi son rôle ? C'est de nous permettre d'avaler la Cisjordanie en douceur au lieu qu'il y ait des guerres et des massacres. Donc, le résultat sur les cartes, c'est qu'aujourd'hui, la solution à deux États n'est pas du tout viable. Parce que ce n'est pas la faute à Gaza, c'est la faute à la Cisjordanie. Donc on ne va pas renouer le dialogue. Non, justement, c'est ce que je veux dire. C'est que si dialogue il y a, c'est un dialogue qui va se faire avec le Hamas. Parce que c'est le Hamas, comme les talibans en Afghanistan, qui ont réussi par la force à imposer aux Américains la négociation. Parce que les Américains, ils ont vu que sur place, ils ne réalisaient aucun objectif de guerre, leurs soldats se faisaient massacrer, la population les rejette, et donc leur présence là-bas n'avait aucun sens. La même chose, aujourd'hui, les soldats israéliens rentrent à Gaza sans objectif de guerre clair. Parce qu'en principe, ce qui se passe, c'est que Netanyahou envoie ses soldats à la boucherie. Une guerre qui est bien menée, il y a d'abord du renseignement, il y a de l'intelligence qui va devant pour préparer le terrain. Voilà où sont les tunnels, les combattants de Hamas. C'est ça le rôle des renseignements. Ça ne peut pas se faire avec tout l'arsenal technologique que détient Israël. Le résultat, c'est qu'effectivement, ça n'a pas pu être fait. C'est qu'on met des tuyaux pour noyer ces tunnels, et c'est la dernière action des soldats de Tsahal aujourd'hui, c'est de noyer les tunnels avec de l'eau de mer. Mais encore faut-il les identifier, parce qu'on parle de plus de 500 tunnels. Ouais. Il faut avoir les cartes de ces tunnels. Mais on ne les a pas. Mais on ne les a pas. Donc, ce qui fait que plus cette guerre s'allonge, c'est le poids deviendra sur les épaules de Netanyahou qui a augmenté les attentes. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je vais éradiquer Hamas et je ne vais pas négocier la libération des otages, je vais les ramener moi-même. Ok, quand on voit son discours, au début, quand il parle des ténèbres, de la lumière et de l'enfer, et des Amalek et la Torah, c'est ce qu'il disait. Aujourd'hui, 48 jours après, les estimations les plus hautes, c'est 300 combattants tués du Hamas, les plus basses, c'est 60. On parle de 30 000 combattants. Faisons le compte. Et donc, chaque jour qui passe, cette guerre... Comment cela se fait-il qu'ils aient eu si peu de combattants tués, parce qu'ils sont dans les tunnels, n'est-ce pas ? On n'arrive pas à les repérer. Non, mais les bombardements... Justement, ils bombardent d'une manière aveugle.
ils bombardent d'une manière aveugle. Oui. Alors que la guerre intelligente, c'est pas ça. N'oublions pas que c'est une guerre qui coûte 250 millions de dollars par jour à Israël. Et en 48 jours, ça a coûté 2% du PIB israélien. C'est énorme. Et ne peut pas continuer comme ça. Surtout qu'une bonne partie de ceux qui combattent, les réservistes, sont les médecins, sont le comptable, sont l'informaticien dans des entreprises qu'ils ont vidées. Donc, plus cette guerre s'allonge, le Hamas, vous savez, c'est déjà détruit, donc ils n'ont plus rien à perdre. Maintenant, Israël perd doublement sur le plan moral. Effectivement, le monde entier a vu l'ampleur des atrocités. Sur le plan financier, c'est une guerre d'attrition, parce que l'économie est en train d'être saignée. Et sur le plan militaire, on n'a ni éradiqué Hamas, ni ramené les otages. On est en train de négocier avec ceux qu'on était censés éradiquer pour libérer les otages. Ah oui, c'est un peu normal dans n'importe quelle guerre. Forcément, mais forcément, les pourparlers politiques devraient commencer. Non, mais justement, c'est pas ce qu'il a annoncé. Il a dit... Mais c'est comme Vladimir Poutine qui a annoncé qu'il allait en finir avec la guerre en Ukraine en justement, ça fait 2 ans que ça dure. Ça fait 2 ans. Alors, et la crainte du gouvernement israélien, c'est que ça dure 2 ans à Gaza. Oui. Ouais. Bon. Ah, c'est ça, parce que vu comment c'est parti, ça peut durer très longtemps. Oui, allez, rapidement, avant de passer la parole à Hafid Boutaleb. Moi, je pense que Israël, il a perdu sur les images, mais il n'a pas perdu la guerre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Cette guerre du narratif, mais c'est le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. Est-ce que ce n'est pas le nerf de la guerre? Parce que c'est les Palestiniens qui sont déplacés. C'est leur objectif. Leur objectif, c'est de déplacer les gens de Gaza. Ça n'engage que vous. Oui. Ça n'engage que vous. C'est ce qu'on voit. Les résultats, ils sont là. Qui est l'ennemi? Excusez-moi. Pour le Hamas, ils ne vont jamais l'éradiquer. Parce que les enfants qui ont 5 ans aujourd'hui deviendront Hamas ou un autre mouvement dans 20 ans. C'est ce qu'a dit Elon Musk, justement. Non, mais sincèrement, parce que c'est normal. Dans une interview. En 2008, ce sont les enfants qui ont aujourd'hui 20 ans, 24 ans, 25 ans qui sont à Hamas. Exact. Ils n'étaient pas à Hamas, c'était des enfants qui ont perdu des parents, de la famille. Donc, l'objectif, c'est d'en finir avec, on va dire, avec cette région-là, avec cette prison ouverte où il y a 2 millions et quelques. Pas tuer tout le monde, mais les déplacer. C'était une solution et c'est ce qui est en train de se faire. Sur les images, ils sont en train de perdre sur le moral, la moralité. Mais malheureusement, dans les relations internationales, il n'y a aucune moralité. Il n'y a que des intérêts. Et c'est pour cela que les régimes, encore de l'Occident, soutiennent. Ils parlent de cessez-le-feu, mais ils n'ont pas... Est-ce qu'il y a un régime qui ne soutient pas encore Israël? Oui, il y a des régimes qui ne soutiennent pas. Espagne, au début et tout. Oui, alors... Justement, on a parlé du rôle du Qatar, l'Égypte, mais il y a un acteur essentiel, ce sont les États-Unis. On n'a pas parlé des États-Unis. Hafid Boutaleb, aujourd'hui, la position des États-Unis est claire, même si, effectivement, il y a une pression aussi de la rue aux États-Unis, mais il est clair qu'on ne peut pas imaginer des pourparlers ou un dialogue si... Effectivement, Washington en décidé. Est-ce que Benjamin Netanyahou a une marge de négociation pour continuer la guerre? Si vous voulez, les démocrates sont aussi les grands perdants de cette escalade. En réalité, la façon dont ils ont géré les accords d'Abraham au lendemain de l'élection de Joe Biden a donné cet engrenage. Cet engrenage est le résultat d'un certain laxisme avec lequel ils ont géré les accords d'Abraham, tout simplement, uniquement par réflexe partisan, puisque les accords d'Abraham ont été élaborés par les républicains, notamment par Donald Trump. Et donc, par réflexe partisan, ils se sont distancés un peu avec ces accords-là. Bien au contraire, je pense que les démocrates auraient dû renforcer les accords d'Abraham et auraient dû les relancer et relancer la négociation avec l'autorité palestinienne. Et je pense qu'aujourd'hui, même l'autorité palestinienne n'avait pas été à la hauteur à ce moment-là des accords d'Abraham. Aujourd'hui, les Palestiniens rêveraient d'avoir ce que leur a proposé Trump en 2018. Et en 2018, les accords d'Abraham ont prévu presque 5000 km² pour les Palestiniens, c'est-à-dire la bande de Gaza, plus 70% de la Cisjordanie. Aujourd'hui, c'est irréalisable. Et en quelques années,
Avant, il y a à peine 5 ans, c'était possible. Aujourd'hui, c'est irréalisable. Et en plus de ça, les accords d'Abraham ont prévu des territoires d'Israël de 1948, c'est-à-dire une bande de Gaza étendue au sud, un peu cette région que le Hamas a essayé d'envahir, et même des régions autour de la Cisjordanie. Et qu'est-ce qui a vraiment saboté les accords d'Abraham? Ce n'est pas que les démocrates, bien sûr. Les démocrates ont été un facteur clé, puisqu'ils auraient forcé, ils auraient permis. C'est aussi l'autorité palestinienne qui est aussi enfermée dans une logique partisane, puisqu'elle doit toujours faire face à la surenchère que lui impose le Hamas. Le Hamas, qu'il faut rappeler, refuse à l'État d'Israël l'existence, et donc il pose la barre trop haut pour l'autorité palestinienne, qui s'est retrouvée aussi incapable d'accepter ou de négocier. Et finalement, ce sont les Palestiniens qui sont les grands perdants, puisque si à ce moment-là, et si vous voyez même le découpage territorial de la Cisjordanie qu'avait proposé Donald Trump, c'était très avantageux. Quand je dis plus de 70% de la Cisjordanie, c'est très important. Et il n'y avait plus ce découpage sous forme d'îlots qui aujourd'hui donne l'impression que ce serait un État ingouvernable ou un État archipel qui ressemblerait à rien. Bien à l'inverse, à ce moment-là des accords d'Abraham, il y a eu une vraie audace de la part des républicains, notamment de Donald Trump, et c'est malheureux de voir que les Arabes, dans la plupart des capitales arabes, notamment je pense aussi à la Syrie voisine, au Liban, peut-être aussi à l'Égypte, il n'y a pas eu ce pragmatisme pour vraiment essayer de régler ce conflit-là. Et on voit qu'aujourd'hui, si il y avait eu un pragmatisme, eh bien, il n'y aurait pas eu 14 000 Palestiniens tués. Et donc, finalement, qu'est-ce qui est le plus utile? Des slogans creux qui vont finir par mener la région à la destruction, puisqu'on voit de quoi sont capables les factions armées palestiniennes. Ils sont capables du pire. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec la guerre technologique, plus personne ne peut maîtriser à 100%. Et surtout dans 10 ans peut-être. Donc, et dans 20 ans, qu'est-ce que ce sera encore? Donc qu'est-ce qui est le plus important? C'est les slogans creux ou alors le bien-être des Palestiniens? Moi, je me dis que si les accords d'Abraham avaient été appliqués et que si l'autorité palestinienne avait été pragmatique et que si le Hamas avait oublié ses slogans qui n'ont fait que ramener la destruction à Gaza, et si les Arabes avaient aussi mis de côté leur populisme, eh bien aujourd'hui les Palestiniens seraient prospères. En tout cas. Et s'il n'y avait pas eu un gouvernement très à droite qui a pris le pouvoir en Israël aussi? Bien sûr, il faut rappeler aussi que la mise en brèche des possibilités de paix a été aussi poussée par Netanyahou, dont l'ennemi numéro 1, c'est la solution à 2 États. Netanyahou combat de toutes ses forces depuis 2009, puisqu'il est arrivé aux affaires en mars 2009, et mis à part cet interlude de 18 mois où il y a eu 2 premiers ministres qui se sont succédés, notamment Yair Lapid, le dernier, juste avant ce troisième mandat Netanyahou, eh bien, on peut dire que ça fait 14 ans, presque 15 ans, que le Likoud gouverne Israël et bat en brèche la solution des 2 États. Et le Likoud, et aujourd'hui Netanyahou, est prêt à s'allier avec le diable pour pouvoir préserver sa position en tant que Premier ministre d'Israël, quel qu'en soit le coût pour la société israélienne et pour, bien sûr, les civils palestiniens qui sont les premières victimes de cette guerre. Et dans les dommages collatéraux, je ne parle pas des dommages collatéraux de cette guerre, même si le terme m'exaspère quand on parle de vie humaine, et notamment d'enfants, mais les dommages collatéraux de cette guerre vont se ressentir sur les 10, 20, 30, 40, 50 années à venir. Ali El-Harichi, peut-être un dernier mot. Je sentais que non, vous vouliez juste rebondir. Il faut revenir avant le 7 octobre. Avant le 7 octobre, il y avait de l'occupation au niveau de la Cisjordanie. Avec le gouvernement de Netanyahou, il y a 238 personnes qui sont mortes. Les colons sont armés. Donc on ne peut pas dire que c'est parce que Hamas a intervenu que la paix ne peut plus exister. Et il faut dire que la guerre et la paix, comme disait Raymond avant, ça se discute entre les ennemis, c'est des adversaires. Hamas aujourd'hui, elle a le pouvoir maintenant de négocier les otages. Peut-être, comme Fatah il y a 40 ans, va pouvoir peut-être négocier la paix, et on l'espère. Merci Ali El-Harichi, c'est tout ce qu'on espère. Un tout dernier mot, remettre toute la faute sur les Palestiniens, c'est pas très honnête intellectuellement. Parce que les Palestiniens sont partis à Oslo et ils ont montré beaucoup de bonne volonté. Et à un certain moment, on négociait avec eux quartier par quartier. Quand Rabin a été assassiné
et que Netanyahou est arrivé au pouvoir, on a commencé à négocier avec eux quartier par quartier. Quand on veut faire la paix, on n'installe pas des colonies pour rendre l'État pas viable du tout. Voilà, bon, effectivement, c'est pour ça que Hafed Boutaleb avait justement fini son intervention avec l'autre côté, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. En tout cas, cette trêve commence demain, Inch'Allah, vendredi, pour 4 jours. On espère que vraiment cette trêve va être appliquée, que les bombardements vont s'arrêter, que des aides humanitaires pourront être acheminées vers les populations qui, je le rappelle, sont isolées, coupées de tout, électricité, eau, nourriture et j'en passe, médicaments surtout, la mahal. 4 jours. On va certainement revenir à la question la semaine prochaine après la fin de cette trêve. Merci à vous encore une fois, Hafed Boutaleb. Merci d'avoir été avec nous depuis Glasgow. Merci à nos téléspectateurs, bien évidemment, pour leur fidélité à Question d'Actu. Très bonne soirée.